Merci de nous recevoir chez vous, mesdames, messieurs. Bonsoir. Bienvenue à ce numéro spécial de questions d'actualité. Un numéro consacré aux acquis sur le plan développement de la présidence malienne à la tête de la Confédération des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de cheminer ensemble avec des programmes spécifiques de développement de tous les secteurs et cela depuis 2023. Une alliance transformée en confédération avec l'ajout d'autres volets au pacte de défense mutuelle contre les menaces extérieures. Les 3D configurent désormais les États du Sahel, défense, développement et diplomatie. Depuis juillet 2024, la destinée de la Confédération des États du Sahel a été confiée au Mali. À quelques jours de la deuxième session ordinaire du Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, l'heure est au bilan. Sur le volet développement, nous pouvons noter la création de la banque d'investissement et la mise en œuvre d'un prélèvement AES visant à financer les instances de la Confédération, ainsi que le tarif préférentiel commun pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. Qu'est-ce qui a été fait concrètement sur le plan développement sous la présidence malienne de l'AES? Quel est l'impact de ces programmes sur l'économie des trois pays? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Nous en parlons avec les responsables et experts chargés de la question. Il s'agit du commandant Aruna Ari Kamara. Il est chef de division planification des recettes à la Direction générale des douanes. Bonsoir, mon commandant. Bonsoir. Le docteur Lamissa Diakité, il est agroéconomiste, directeur de recherche, membre titulaire de l'Académie des sciences du Mali. Bonsoir, docteur Diakité. Bonsoir, madame. Et de Souaïbou Diaby, il est chargé de mission auprès du ministre de l'Économie et des Finances, président du comité technique du projet de création BCD-AES. Bonsoir, monsieur Diaby. Bonsoir, madame. Avec nous pour cette émission spéciale, les communautés de la Confédération, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Elles prendront la parole pour donner leur avis sur cette question de développement. Il s'agit de ces communautés, bien sûr. Bonsoir à vous et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir. Alors, ce pilier développement concerne tous les secteurs, donc différents départements. Il s'agissait au départ de créer une synergie d'action, d'élaborer des textes de conduite avec la mise en relation des différents acteurs. Nous en parlons donc tout à l'heure, mais avant, cette question de souveraineté économique qui est donc capitale. La souveraineté prônée par les États du Sahel est d'abord économique. On va le préciser et je vais me tourner vers M. Diaby, vous qui êtes du département des finances, de l'économie. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes sur la voie de cette souveraineté économique après un an de la création de la Confédération des États du Sahel? Merci, madame, de me poser cette question. Je peux confirmer aujourd'hui que nous sommes réellement sur la voie de la souveraineté économique et financière. Avec, comme vous l'avez annoncé dans votre présentation, avec la création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement AES, qui est déjà en marche. Et quels sont les actes concrets qui confirment cela en dehors de la création de cette banque? D'abord, il y a la décision signée le 2 septembre 2025 par le président du Collège des chefs d'État. Ensuite, il y a eu la tenue de l'Assemblée générale constitutive de la Banque. Cette Assemblée générale constitutive de la Banque a consacré ses travaux sur la validation des statuts de la Banque et les autres documents, notamment les manuels de procédure, la politique, le système d'information, et tous les autres documents juridiques qui permettent de mettre la banque en marche. Donc on peut dire qu'à partir de maintenant, la banque d'investissement pour les États du Sahel est opérationnelle. Elle est opérationnelle, affirmatif. Alors pour le volet développement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu 16 rencontres sectorielles qui ont été organisées pour plusieurs secteurs pour cette question de développement. Que pouvons-nous noter en termes de programmes spécifiques? Qu'est-ce qui a été fait concrètement?
par rapport à ces rencontres-là? Bon, il faut dire que pour toutes ces rencontres, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de projets, notamment il y a le projet lié à la création de la compagnie aérienne. Il y a le projet de création d'une ligne de chemin de fer qui va relier Bamako, Ouaga, Niamey. Et il y a également une ligne d'autoroute qui va relier Bamako, Ouaga, Niamey. Et il y a également d'autres rencontres portant sur des échanges entre les différents groupes professionnels, la Chambre de commerce et d'industrie, le patronat, les divers ordres. On sait qu'il y a plusieurs secteurs qui ont été impliqués, c'est-à-dire les responsables de plusieurs secteurs, dont des industriels, des commerçants. On va en parler au cours du débat, le temps de faire réagir les autres invités. Alors, mon commandant, Ari Kamara, alors les douanes ont un très grand rôle à jouer avec des recettes pour les caisses de l'État, bien sûr, je ne vous l'apprends pas. Quelle synergie d'action existe entre les services de douane des trois pays? Merci pour cette question, madame. Dès la création de la Confédération, les administrations des douanes ont été invitées à créer un cadre formel de rencontres et de communication. Ce cadre-là visait à l'harmonisation du cadre juridique afin de faciliter la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace confédéral. D'accord. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que vous avez déjà élaboré des plans d'action? Vous avez un programme spécifique par rapport à cela? Effectivement. Dès le début, un plan d'action a été mis en place. Ce plan d'action a identifié les actions prioritaires au niveau de la douane. Et il y a d'abord eu la rédaction, parce que le cadre juridique vient en amont de toutes les dispositions. Ainsi, plusieurs projets de textes ont été élaborés par les administrations des douanes. À la base de ces projets de textes, il a été créé une équipe projet au sein des douanes, des trois administrations des douanes de la Confédération. Cette équipe projet, composée d'experts et de responsables et des responsables des douanes, ont ainsi rédigé et validé des projets de texte, notamment sur les règles d'origine de la Confédération, sur l'assistance administrative mutuelle, sur le code confédéral des douanes, ainsi que sur d'autres textes visant à la facilitation et à l'interconnexion des systèmes douaniers. Alors, vous avez convenu d'un tarif préférentiel commun pour la Confédération. C'est quoi concrètement et quelle est son utilité? Ok, comme son nom l'indique, un tarif préférentiel commun, il s'agit d'un tarif visant à accorder des préférences en matière de droits et taxes aux pays de la Confédération. Ainsi, les marchandises échangées entre les trois États sont exemptées du paiement de droits et taxes. Cela permet l'inclusivité et l'accès au marché des trois pays. D'accord, donc c'est pour faciliter la libre circulation des personnes et des biens aussi, pour faciliter le commerce. Effectivement, ça rentre toujours dans le cadre de la facilitation des échanges entre les pays et le libre accès au marché des trois pays. D'accord. Alors, je vais faire réagir l'analyste maintenant, docteur Diakité. Dites-nous, il s'agit pour les États du Sahel de porter l'économie aujourd'hui. Plusieurs accords ont été signés dans ce sens. Vous les avez écoutés tout à l'heure. Quelle appréciation vous faites du climat des affaires dans les États du Sahel en tant qu'analyste? Oui, madame, merci beaucoup. N'est-ce pas, comme l'a dit M. Diaby, aussi bien que Kamara. Voilà, vous voyez, l'économie bouge. Donc, si vous prenez seulement Malikura Vision 2063, avec le cadre national, n'est-ce pas, de développement durable, vous voyez, il y a beaucoup de projets structurants.
il a commencé à les citer, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup d'autres, il y a plus de 10 projets structurants. Au Burkina, c'est le cas, n'est-ce pas? On est en rapport avec ceci. Au Niger, c'est le cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'économie est dynamique et avec la mise en place de la banque, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de mettre en place des projets structurants déjà. Donc, toutes les structures opérationnelles sont en train de développer des projets, et notamment en infrastructure, que ce soit le transport, que ce soit l'énergie, que ce soit également l'agriculture où c'est vraiment un réservoir de création d'emplois. Voilà, donc l'emploi jeune et l'emploi pour les femmes également. Donc il y a toute une dynamique tant au niveau du Mali, n'est-ce pas, du Niger et du Burkina Faso. Nous, en tant que chercheurs, au niveau de l'académie, nous cherchons à créer, n'est-ce pas, une dynamique au niveau des institutions de recherche pour non seulement promouvoir la recherche afin d'aller, n'est-ce pas, à la mise en place de technologies dans les différents domaines, n'est-ce pas, du développement économique du Mali. D'accord. Et je crois que voilà, nous sommes dans cette dynamique, madame. D'accord. Et dans le cadre de la recherche, ça vous donne des idées déjà? Beaucoup. D'aider les États du Sahel? J'ai même des étudiants déjà dans la salle, n'est-ce pas? On en a suffisamment. Et on va continuer, n'est-ce pas, à renforcer pour que les gens soient suffisamment formés. Voilà, parce que le capital humain, c'est le plus important. Au Mali, il faut aller vraiment au renforcement, n'est-ce pas, de ce capital humain pour qu'on ait des cadres beaucoup plus compétents. Pas seulement au Mali, mais également dans la sous-région. C'est très important. C'est pour cela, au niveau académique, nous sommes en réseau avec les académies au niveau du Burkina, au niveau du Niger, et même à l'extérieur, même de l'AES. Donc nous sommes en synergie pour chercher vraiment à promouvoir le développement socio-économique. Et depuis la création de la Confédération, comment ça se passe à votre niveau? Ça se passe vraiment de façon dynamique. On arrive, n'est-ce pas, à mettre en place des projets. On arrive, n'est-ce pas, à assurer la formation des jeunes et des professionnels. Parce que les gens qui sont déjà dans l'emploi, il faut continuer à les renforcer, ce qu'on appelle la formation continue. Alors, un espace douanier commun, cela est de quelle portée pour l'économie des États du Sahel? C'est un marché commun, n'est-ce pas, pour une population de plus de 80 millions d'habitants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut qu'on aille à l'intégration, n'est-ce pas, sous-régionale, pour que, n'est-ce pas, dans les différences, l'intégration sous-régionale, c'est-à-dire les secteurs que nous avons au Mali, n'est-ce pas, que ce soit les mêmes secteurs au Burkina et au Niger, et aussi de façon verticale avec les filières que nous avons dans les différents secteurs du développement de l'économie. Nous allons voir maintenant ce programme phare de développement pour les États du Sahel, qui est la création et la mise en œuvre de la Banque pour l'investissement et le développement de la Confédération. Une banque qui démarre donc avec un capital, tenez-vous bien, de 500 milliards de francs CFA pour financer tous les projets structurants des 3 États. À propos, je vais vous inviter à suivre cette interview que le ministre Alucine Sanou nous a accordée, ministre de l'économie et des finances. Les experts ont fini tous les textes de la banque, les statuts, les procédures, le règlement intérieur, tous les documents juridiques, administratifs et techniques. Donc même le logiciel bancaire, le système d'information, les termes de référent, tout est fait pour que vraiment l'Assemblée constitutive, nous puissions démarrer cette banque. Donc nous avons déjà une idée de tout ce qui pourra se faire à l'intérieur de cette banque. D'abord, nous avons mis le capital à 500 milliards de francs CFA. Une banque, au niveau de la Banque centrale, le capital était récemment de 1 milliard, ils l'ont porté à 5, maintenant ils l'ont porté à 10 milliards. Mais si nous créons une banque confédérale avec un capital de 500 milliards, c'est pour vous dire l'envergure de la banque et toutes les possibilités que nous offrons à cette banque. La banque a une capacité de démultiplier donc, les ressources qu'elle a jusqu'à hauteur de 2000 milliards immédiatement. Mais il va sans dire que plus la banque fonctionne, plus elle développe ses activités. Donc l'orientation majeure de la banque, c'est de financer tous les projets structurants qui intègrent les 3 pays. Ça peut être les projets routiers. J'ai dit que l'autorité du Liptako-Gourma a été transformée en agence d'exécution. Donc c'est cette autorité, si les chefs d'État décident qu'il faut rapidement aller vers la création d'une autoroute entre les 3 pays, on évalue, ça fait 5 000 milliards, je donne un exemple.
il faut voir comment assurer le financement de ces 5 000 milliards. Nous pourrons nous appuyer sur notre banque, comme nous pourrons demander à cette banque de chercher un pool de banques dans lequel elle-même elle va prendre une participation importante. Et c'est l'ALG qui va lancer les appels d'offres, qui va suivre l'exécution de ces travaux. Donc, la banque a pour objet de financer tous les projets qui intègrent les 3 pays. Ça peut être des projets portés par les États, des projets portés par le secteur privé, des projets portés en PPP, donc entre la Confédération et le secteur privé. Donc, tout cela est possible. Donc, c'est pour dire que la banque, c'est vraiment pour financer le développement, que ce soit les infrastructures d'énergie, de transport, etc., mais également pour financer le secteur privé, pour financer en tout cas la part de l'État dans tous les projets partenariat public-privé entre la Confédération et le secteur privé. Voilà, c'est donc une banque qui promet beaucoup, financer le secteur privé, financer les projets de l'État aussi, c'est du lourd. Monsieur Diaby, comment ça va se passer concrètement avec cette banque d'investissement de l'AES? Merci madame. Il faut dire que comme toute banque de développement, cette banque aura à recevoir des projets. Je pense aux projets structurants pour la Confédération. Et pour ce qui concerne les privés aussi, ce seraient des projets structurants qui font appel à la Confédération. Donc la banque étudiera quant au fond la faisabilité et portera en cas de besoin des conseils sur la manière de mener le projet et financera, s'impliquera dans le financement en faisant appel à des partenaires ou en levant des ressources sur le marché intérieur comme extérieur pour enfin financer le projet et jusqu'à sa réalisation totale. Donc il y a des phases d'études qu'on appelle projet généralement et jusqu'à l'exploitation. Donc la banque est là pour accompagner, il faut dire, l'ensemble des projets structurants qui touchent l'agriculture, on en a parlé tantôt, qui est un grand pan. Et il y a également le numérique, la banque financera également le numérique, l'habitat et également toutes les infrastructures dont le ministre a cité tantôt, des lignes de chemin de fer, des autoroutes et éventuellement d'autres investissements lourds qui entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions de production dans les zones rurales. Et cela va dépendre des priorités qui seront dégagées par les autorités? Bien sûr, il y a ces priorités qui sont déjà connues et qui figuraient dans la feuille de route qui est en train d'être bouclée pour l'an 1 de notre présidence, de la présidence malienne. Et il est évident que au-delà de cette feuille de route, il y aura certainement d'autres projets qui pourraient venir s'y greffer. Mais dans un premier temps, ce sont les projets qui sont listés dans la feuille de route qui porteront l'attention en fait de la banque. Et les porteurs de projets qui sont tantôt les États ou les secteurs privés pourraient, en relation avec la banque, trouver les moyens de pouvoir aller vite dans la mise en œuvre. Parce qu'en fait, ce qui importe aujourd'hui, c'est le financement des projets qui sont identifiés. Dans la feuille de route, des projets sont identifiés et les études sont menées. Et certaines de ces études sont suffisamment avancées. Donc la banque s'attaquera certainement à ces études qui sont à des points suffisamment avancés pour ce qui concerne la finalisation. Donc très vite, la banque va entrer en action. D'accord, ça c'est le côté des gouvernements. Maintenant, est-ce que tous les projets de développement ont accès au financement de la banque? Comment ça va se passer? Le ministre parlait tantôt des PPP. C'est une rencontre entre le secteur privé et le secteur public qui se matérialise par un projet. Et la banque souhaiterait que le projet soit d'envergure
régionale et qui prend en charge les préoccupations de nos chefs d'État qui ont déjà fixé les hautes priorités. Donc c'est ouvert à tout projet? Tout projet, oui. Avec des conditions, bien sûr. Bien sûr, la banque aura une banque, c'est toujours avec des conditions d'accès à ces ressources. Il faut bien que le projet soit viable. Bon, dans certains cas, la banque peut conseiller des dispositifs pour améliorer la qualité du projet. Et en tout cas, dans tous les cas, la banque portera conseil, ce qui permettrait au projet d'être financé par la banque. D'accord. Donc il y a ce volet conseil aussi que la banque aura à donner aux promoteurs de projets, que ce soit privé, public ou les deux ensemble. Conseil en termes de directives ou d'orientation? En termes d'élaboration de leur projet pour que ça soit finançable. Vous parliez tantôt de conditions d'accès au financement. Parce que pour accéder aux conditions de financement, la banque a fixé un certain nombre de repères. Ces repères concernent le projet et ces repères concernent aussi la solidité de la banque, sa stabilité. Donc, la banque conseillera aux promoteurs les dispositions à prendre pour améliorer le financement de leur projet. Donc ça, c'est un rôle qui, jusque-là, était un chaînon manquant dans nos États. Maintenant, la banque jouera ce rôle de conseil. C'est fait, ça se fait au niveau des banques primaires, mais c'est timide. Alors que là, il y aura quasiment des experts au niveau de cette banque qui vont accompagner les promoteurs et indiquer là où il y a des insuffisances et demander ce qu'il faut faire pour les améliorer et faciliter le financement de ces projets par la banque. D'accord. Alors, commandant Camara, en termes de recettes, que peuvent espérer les États du Sahel avec cette banque d'investissement? En termes de recettes, cette banque se présente comme une aubaine pour les États du Sahel, d'autant plus que nos opérateurs pourront voir leurs activités croître très rapidement. Et les administrations publiques en charge de l'encadrement pourront ensuite suivre cette dynamique-là afin d'encadrer et ensuite d'optimiser ces avoirs-là. Vous voyez, ça fait de l'affaire pour les opérateurs économiques. Effectivement. De bonnes affaires. Ça fait de bonnes affaires. L'ALG va être transformée en agence d'exécution avec ses programmes. Cette agence sera opérationnelle en 2026. Elle va exécuter quel projet spécifique, M. Diaby, avant que je ne fasse réagir M. Diakité? L'ALG aura à charge, en fait, de gérer tous les projets structurants retenus dans les feuilles de route. Bon, il y a la feuille de route qui est en train d'être mise en œuvre et certainement celle qui va venir va prévoir d'autres projets où les mêmes projets seront reconduits s'ils ne sont pas exécutés. Le rôle de l'ASG, qui va devenir une agence, aura à accompagner en fait la gestion de la phase projet jusqu'au financement. Donc ça permettrait d'aller encore plus vite. Ce serait une agence d'exécution en quelque sorte et qui accompagnera les projets qui sont identifiés et qui peuvent être financés par la banque ou par un pool bancaire. Donc l'agence aura un grand rôle à jouer pour le suivi de la gestion de ces projets. Parce que chaque fois, au niveau de la gestion des projets, tant qu'il n'y a pas un suivi rigoureux, il peut y avoir des insuffisances et qui peut bloquer même le recours au financement pour les promoteurs. Alors que si l'agence, l'ALG, est dynamique, c'est qu'il sera, parce qu'il y a des réformes en cours pour en faire une agence opérationnelle, donc pourra prodiguer des conseils et suivre la mise en œuvre des différentes phases du projet jusqu'à son financement. Nous sommes à quel stade par rapport à cette agence? Elle est annoncée être opérationnelle en 2026. Oui.
Actuellement, l'agence, je peux dire que doit déposer ses travaux à la fin de l'année 2025. Nous sommes quasiment à la date. Donc cela voudrait dire qu'à fin décembre, l'ensemble des instruments qui doivent permettre à l'agence d'être opérationnelle, ces instruments seront disponibles. Et l'agence va afficher à partir de 2026 le titre d'agence d'exécution des projets identifiés dans les différentes feuilles de route. D'accord. Alors, docteur Diakité, quels peuvent être les avantages d'un tel projet pour les États du Sahel? Oui, en réalité, madame, que ce soit la banque ou l'agence, c'est vraiment des opportunités de développement, n'est-ce pas, pour la zone de l'AES. Et la banque, si vous la prenez, pour qui connaît le processus de financement de nos projets et programmes dans notre espace, ça souffre énormément, n'est-ce pas, de recherche de financement. Donc, elle serait une opportunité, vraiment comme l'a dit M. Diaby, pour le financement des projets structurants. Et je vous donne le cas, par exemple, ce que l'agence peut faire. Et nous avons des projets comme les projets de Kandadi, pour ceux qui connaissent les Niger. Je crois qu'il y a des Nigériens ici dans la salle. Bien sûr. Et il y a également les projets de Taoussa au Mali. Au Burkina, c'est la même chose. C'est des projets, n'est-ce pas, des vastes projets, n'est-ce pas, en souffrance, mais des projets d'infrastructure. Voilà des opportunités sur lesquelles et l'agence et la banque doivent s'accorder pour investir et promouvoir le développement. Je crois que c'est une opportunité. D'accord. Voilà. Ça va servir à quoi directement, à votre avis? Qu'est-ce qui va changer dans l'ossature économique des États du Sahel? Ça va servir non seulement à créer de l'emploi, à améliorer le niveau de revenus des populations, n'est-ce pas, qui les exploitent. Ça va améliorer la sécurité alimentaire. Ça va contribuer vraiment au développement socio-économique, n'est-ce pas? Pas seulement des zones où ces projets sont, mais du pays en entier. Voilà, si je vous prends le cas de Taoussa que nous connaissons, c'est un vaste projet, n'est-ce pas, qui est en souffrance il y a des années. Voilà, si on arriverait à les sortir et à l'exécuter, ce serait une opportunité pour le développement, non seulement au nord, mais pour l'ensemble du pays. C'est pareil, n'est-ce pas, à Kanadi. Ce serait l'occasion également, n'est-ce pas, si vous prenez le Niger, n'est-ce pas, dans la grande zone vers les monts Bagzan, on sait très bien, il y a de la pomme de terre qu'on peut produire toute l'année là-bas. Tout à fait. Donc ça, c'est des opportunités d'investissement sur lesquelles et l'agence et la banque peuvent s'accorder. Voilà, je suis d'accord avec Diaby, n'est-ce pas? Donc, et la banque va faire un appui, ce qu'on appelle l'appui conseil, pour former les gens, n'est-ce pas, dans les procédures et la préparation des projets et des programmes. C'est pareil, l'agence, n'est-ce pas, c'est les projets qui vont les arriver, n'est-ce pas, pour exécution. Voilà. Et ce serait l'occasion pour nous de nous alléger des grandes procédures qu'on connaît au niveau, je l'ai dit, avec la Banque mondiale, il faut le dire, puisque je suis qui a élaboré beaucoup de projets et programmes, n'est-ce pas, financés par la Banque mondiale et d'autres banques, dont je sais les difficultés, n'est-ce pas, que les pays rencontrent, n'est-ce pas, à ce niveau. Voilà. Donc ça va être une aubaine pour ceux qui ont déjà des projets, de voir leurs projets financés. Merci, tout à fait. D'accord. Voilà. Alors, mon commandant, on va parler du prélèvement qui vise à financer les instances de l'AES. Comment ça s'est passé? Ok. J'aimerais, si cela vous agrée, aller à la genèse de cette décision-là. La décision, dès la rencontre ministérielle d'août 2024, les ministres de l'AES ont instruit aux directions générales de la Confédération de mener des réflexions afin de garantir l'autonomie financière pour les organes de la Confédération. À la suite des rencontres ministérielles, notamment celle de Niamey en décembre 2024, de Ouagadougou en janvier 2025 et enfin de Bamako,
un projet de décision a été validé et soumis à la signature du président du Collège des chefs d'État, qui finalement l'a signé le 28 mars 2025. C'est à l'issue de toutes ces rencontres que la nécessité s'est fait sentir par rapport à la mise en place de ce fonds. Effectivement, la nécessité s'est fait sentir très tôt, dès la création de la Confédération. Il a fallu des rencontres pour pouvoir développer les réflexions qui ont été menées autour de la question. Monsieur Diaby, qu'en est-il concrètement par rapport à ce fonds? Il a servi à quoi concrètement? C'est un fonds qui fait suite à la rupture entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Ce coefficient, ce taux qui a été appliqué, 0,6%, permet de disposer des ressources. Et ces ressources sont communautaires. Et ces ressources sont logées dans 3 comptes, dans les 3 États, et l'ordonnateur est le ministre de l'économie et des finances du pays qui assure la présidence de l'AES. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'économie et des finances du Mali qui assure, qui est l'ordonnateur de ces 3 comptes. Et ces 3 comptes doivent servir, bien entendu, à financer les activités communes de l'AES. Aujourd'hui, on peut dire que ce fonds a servi à quelque chose parce que pour les études de la banque qui est opérationnelle aujourd'hui, il y a eu les études juridiques, les études sur les manuels de procédure, la politique, les documents juridiques et même le recours à des services juridiques. Toutes ces études ont été financées par le fonds issu du prélèvement communautaire AES. Donc, cela veut dire que c'est un fonds utile dont la gestion est laissée à l'initiative des États. Et je pense que pour l'instant, l'utilisation est judicieuse parce que le fonds permet de financer nos activités communes. Et on sait qu'au fur et à mesure de la marche de l'AES, des activités communes vont augmenter. Donc les États ne seront plus dans le besoin de courir ça et là pour trouver des ressources ensemble. C'est disponible et ça permettrait de servir au financement de toutes ces activités. D'accord. Docteur Diakité, c'est une garantie en matière de développement durable, ce prélèvement? Tout à fait, tout à fait. Les prélèvements sont toujours utiles et ça permet quand même d'avoir des ressources, n'est-ce pas, pour pouvoir les réinvestir, n'est-ce pas, dans les tissus économiques. Je crois que c'est une opportunité, n'est-ce pas. On l'a vu, que ce soit avec l'UEMOA, avec la CEDEAO, n'est-ce pas, ceci existe. Hein. Donc si on le fait ici, je crois que c'est vraiment une opportunité. Seulement 0,6%, c'est un peu faible. Vous souhaitez revoir ça à combien pour ça? Ouais. 0,5 plutôt, je rectifie. 0,5%. C'est 0,5% au lieu de 0,6. Donc c'est pas 0,6. C'est Et 0,5%. vous l'aurez voulu à quel niveau? Je suis économiste, donc je cherche des ressources. Donc je serais tenté, n'est-ce pas, d'aller à donc pour un début, c'est 0,5%. C'est 0,5%. Ça va crescendo? Bon, je pense que c'est pour justement permettre de maintenir les relations entre ces pays. Et je comprends. Je crois que pour un départ, bon, les États apprécieront lorsque les situations s'imposeront. D'accord. Alors, l'espace AES, ce sont plus de 70 millions d'habitants, des millions d'hectares de terres exploitables, de la richesse au sous-sol, avec des ressources minérales de divers types. Beaucoup de programmes sont en vue pour les secteurs de l'agriculture, de l'énergie et des mines. Le Forum régional sur l'agriculture, organisé par les ministres en charge de l'agriculture de la Confédération, tenu à Bamako du 5 au 7 mai 2025. On prône donc des systèmes agricoles durables. L'agriculture est une aile économique importante pour les États du Sahel. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Diakité? Oui, tout à fait, parce que l'agriculture, c'est ce secteur vraiment pour assurer la sécurité alimentaire, n'est-ce pas? Il faut y passer, mais pour cela,
il faut aller à la maîtrise de l'eau. C'est ce qui est valable, n'est-ce pas, pour les 3 pays. La maîtrise de l'eau pour assurer l'aménagement hydro-agricole. Parce que nous sommes des pays sahéliens et de plus en plus, la désertification est en train d'avancer. Et pour cela, je crois qu'au niveau du forum des ministres des 3 pays, on est convenu quand même d'aller à la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'eau agricole. Hein? Voilà. Donc, en plus de cela, il faut aller à la mécanisation. Parce que depuis des années, nous sommes toujours à la petite d'abord, il faut évoluer. Mais le tracteur, ce n'est pas la solution. Il faut aller à travers les technologies de recherche pour aller à l'amélioration, n'est-ce pas, de la mécanisation agricole. Et également aller, n'est-ce pas, à l'analyse des chaînes de valeur pour pouvoir maîtriser les filières agricoles. Je crois que c'est des projets, des programmes comme ça qui ont été proposés, n'est-ce pas, pour les 3 pays. Et je crois à les préparant, c'est ça que je disais depuis le départ, en préparant des projets structurants dans ces domaines avec la banque et avec l'agence, ça devrait contribuer, n'est-ce pas, à booster un peu le développement économique, le développement agricole, n'est-ce pas, de la sous-région. Booster le développement économique, justement, quel est le poids de l'agriculture pour l'économie? Il est en baisse, hein, il était dans les 40%, mais maintenant nous sommes dans les 30-33%, n'est-ce pas, le poids de l'agriculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en termes économiques, hein, n'est-ce pas, les autres secteurs, les autres branches de l'économie sont dynamiques. Donc, ils sont en train de se développer. L'agriculture n'est pas toujours en train d'aller vers ce qu'on les souhaite, hein, mais c'est les autres domaines. Par exemple, l'informel qui a pris le pas. Nous sommes dans un système informel. Diaby peut donner beaucoup plus de précisions, et également Kamara, qui sont au niveau de la douane. Donc, vous voyez, au Mali, prenez le cas du Mali. Toutes les rues sont transformées en marché. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'informel. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est ça qui tire quand même l'économie. Voilà, donc l'agriculture baisse, mais eux, ils montent. Donc c'est une très bonne chose, hein. Le développement passe par là. Et c'est pareil, n'est-ce pas, pour le Burkina Faso, puisque nous sommes dans des réseaux de recherche, des réseaux d'échange, pour échanger, n'est-ce pas, avec nos collègues qui sont dans ces différents pays. C'est la même tendance. D'accord. Alors, M. Diaby, que peuvent développer ces États du Sahel en matière agricole? Bon, il faut dire que déjà dans les États se sont spécialisés pour des types de production. Le Mali, on voit le coton, les céréales. Au Burkina, c'est quasiment la même chose. Au Niger, il y a les céréales. Il y a également les produits maraîchers, comme les oignons et autres. Donc, comme il a été suggéré par le professeur, il est important que pour tous ces secteurs, que l'on aménage les terres qui sont importantes dans notre zone. Et nous avons beaucoup de soleil qui intervient dans la production. Et nous avons également les hommes valides, les bras valides, qui peuvent apporter une main-d'œuvre qualifiée pour la transformation des produits issus de la terre. Donc, tout cela semble être des dispositifs, des chaînons qu'on doit mettre bout à bout pour permettre à nos économies d'émerger. En fait, nous sommes des pays riches, il faut le croire. Ouais. Parce que nous avons, je disais tantôt, ces terres arabes, il reste la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau, je crois que maintenant, il y a des techniques nouvelles qui permettent de maîtriser l'eau. Je pense que peut-être la banque aura un rôle à jouer dans ce domaine, susciter en fait le financement pour ce qui concerne la maîtrise de l'eau. Et nous avons également d'autres secteurs qui sont très dynamiques dans les villes, c'est le maraîchage. La banque va encourager cela en ouvrant des lignes de financement pour ce secteur? Pour ces secteurs, il faut dire qu'ils ne sont pas directement logés au niveau du financement de la banque. Mais comme d'autres banques l'ont fait par le passé, il peut y avoir des guichets à travers les banques primaires pour financer le package de ces entreprises, micro, petites et moyennes entreprises.
Bon, il faut dire que dans ce domaine, il y a des efforts à faire par ces différentes structures, micro, petites et moyennes entreprises. Le professeur disait tantôt que l'informel est très dominant. Les études montrent qu'il y a plus de 90% d'informels. Donc il faudra une transformation institutionnelle de ces micro, petites et moyennes entreprises en entreprises formelles pour accéder au financement des banques primaires. Yeah. Donc la Banque confédérale pourrait mettre des lignes à la disposition de ces banques primaires pour refinancer ces secteurs qui constituent l'essentiel de nos productions périurbaines. C'est bien possible. Oui, c'est bien possible. Alors, commandant Camara, il s'agit de renflouer les caisses de l'État. Hein. Effectivement. Le secteur agricole peut jouer un rôle à ce niveau? À ce niveau, le secteur agricole peut jouer un rôle. Et je viens à la suite de mes copanélistes préciser que si on va vers la mécanisation et aussi la création de groupements d'intérêt économique dans ce secteur-là, les recettes au niveau du secteur agricole pourront grimper très rapidement. Tout à fait. Alors, on va parler du secteur minier aussi, ce secteur minier qui a un poids aussi pour le développement économique. Alors, il y a le secteur minier très rentable avec le lithium au Mali, le pétrole au Niger. Et les trois États sont dans la logique d'harmoniser déjà les codes miniers pour attirer les investisseurs étrangers. Comment cela peut se produire, M. Djabi, à votre avis? Bon, je pense que c'est toujours dans la dynamique de l'AES. Bon, et je crois que les ministres en charge de ces volets spécifiques se rencontrent périodiquement et ça va dans le sens d'harmoniser tout ce qui est dispositif applicable dans chacun de ces pays et ça permettrait d'accélérer la croissance dans nos pays. Vous citez tantôt ce qui s'est passé au Mali, qui est salué de partout. Donc cette dynamique et ce résultat qui est palpable peut être partagé avec les autres pays. Et les autres pays, certainement, ont réalisé des domaines de performance en matière de production minière, pétrolière, pourraient également échanger et apporter des informations aux autres pays de l'AES pour leur permettre d'avoir ensemble une certaine coordination qui permettrait de relever la production de l'AES. Parce que l'objectif, c'est d'accélérer la croissance à tous les niveaux, à tous les secteurs d'activité pour avoir une croissance globale relativement élevée et qui sera plus forte que ce que nous observons en ce moment. Et c'est à partir de là qu'il y aura beaucoup de recettes à percevoir, des emplois à distribuer et également des revenus qui permettraient de relever le niveau de vie des populations de l'AES. Je crois que la création de la banque participe de cette accélération. En tout cas, le secteur minier est très, très porteur. Docteur Diakité, qu'est-ce qu'il peut apporter à l'économie de nos trois États, ce secteur minier, avec un même code minier? Oui, vous voyez, madame, si vous prenez déjà le cas au Mali, ce qui s'est fait au Mali, n'est-ce pas, ça peut servir vraiment d'exemple pour aller à l'harmonisation, parce que ça permet quand même de créer des ressources. Nous allons le faire, l'objectif c'est quoi? C'est d'améliorer les niveaux, n'est-ce pas, des revenus créés par nos ressources minières. Parce qu'on a des ressources minières, mais en réalité, n'est-ce pas, on n'arrive pas, si on fait la part des choses, la part des pays sahéliens est très faible là-dedans. Il faudrait voir maintenant comment améliorer ce niveau, n'est-ce pas, de revenus qu'on tire des ressources, n'est-ce pas, des ressources minières. Je crois que l'harmonisation devrait aller, n'est-ce pas, dans ce sens. Et le Mali a déjà pris le pas. Voilà, donc il s'agit de voir, n'est-ce pas, à travers les cadres qui existent entre les différents pays, comment
continuer, n'est-ce pas, à fonctionner avec ces cadres et en rapport avec la banque et avec l'agence également, les mettre en action pour pouvoir assurer le financement des projets liés, n'est-ce pas, aux mines. D'accord. Voilà. Alors, on va parler du secteur industriel aussi, qui n'est pas des moindres. La rencontre des ministres chargés de l'industrie et du commerce de la Confédération s'est tenue à Ouagadougou le 10 avril 2025. Et quel est l'intérêt de cette synergie d'action aussi, M. Djabi, entre les opérateurs économiques des trois pays? Oui, c'est toujours, comme il a été indiqué tout à l'heure, c'est le besoin d'harmoniser. Et le nivellement se fera par le haut. Donc, dans chacun des États, il y a des réflexions, il y a des productions allant dans le sens de l'amélioration de ce qui se passe dans le secteur industriel. Et donc, il est important que les trois pays se réunissent périodiquement pour voir ce qu'ils ont sur la feuille de route et quels sont les aspects à améliorer pour que la production du secteur industriel soit encore une production plus forte et de qualité. Et je crois que ces réunions sont utiles pour améliorer ce que nous consommons venant des industries installées dans nos pays et qui méritent des conseils, des orientations et même des normes. Et je crois que ces réunions jouent énormément sur ces aspects et je crois que c'est pour le bonheur des populations de l'AES que nous devons même encourager ces réunions et ça permettrait au marché de disposer de bons produits et également à des prix rapport qualité acceptables. Je pense que c'est important pour l'AES. D'accord. On va faire réagir maintenant notre charmant public composé de nos communautés, les communautés des trois pays, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Et on va commencer par Mme Seliwan. Elle est la secrétaire générale de la CAFO. La CAFO, c'est la coordination des associations féminines du Mali. Alors, dites-nous, Mme Wan, vous avez suivi les interventions tout à l'heure. Cela vous donne quel espoir par rapport aux questions de développement dans nos trois pays? Oui, merci, madame. Et à travers tout ce que je viens d'entendre, vraiment, ça suscite beaucoup d'espoir chez les femmes. Et nous, quand on a parlé de l'AES, les femmes ne sont pas restées en marge. Donc, on a essayé de nous organiser. Mais là, on est passé par notre département, le ministère de la promotion de la femme, pour mettre en place la plateforme des femmes de l'AES et la CAFO, avec toutes les fêtières dans tous les secteurs, a suivi le processus durant l'année 2024. Et le mois passé, la plateforme des femmes a été mise en place. Et je me réjouis de tout ce que je viens d'entendre. Parce qu'au sein de notre plateforme, nous avons des commissions thématiques. Et nous avons 11 commissions thématiques. Et parmi les commissions thématiques, il y a des commissions qui concernent vraiment le développement. Quand on prend l'autonomisation de la femme, à ce niveau, nous avons l'entrepreneuriat rural, tout ce qui concerne la production par rapport à toutes les filières. Et nous avons l'entrepreneuriat urbain. Ça concerne et la transformation et la distribution. Donc, parmi nous, nous avons des productrices, nous avons des transformatrices, nous avons des opératrices économiques. Donc, quand on parle des projets structurants, je pense que les femmes pourront s'insérer au niveau de ces projets structurants pour vraiment prendre en compte nos besoins spécifiques. En plus de cela, nous avons aussi une commission qui concerne l'environnement et les mines. Donc là aussi, d'après tout ce qu'on vient d'entendre, les femmes pourront s'insérer. Et en plus, le changement climatique et le développement rural, on peut être à ce niveau aussi. Donc nous, ça nous donne beaucoup d'espoir pour vraiment prendre en compte nos préoccupations.
Et maintenant, je pense qu'on prendra compte des spécificités. Parce que quand on parle des banques, généralement, les femmes ont peur de la banque. Donc, je pense qu'on va tenir compte de cet aspect pour qu'on puisse s'insérer. Parce que beaucoup de femmes interviennent. Et on sait qu'avec l'agriculture, il y a vraiment une niche d'emploi. Une niche d'emploi, non seulement pour les rurales, une niche d'emploi pour les jeunes, que ce soit les jeunes filles et les jeunes dames. Surtout dans le domaine de la distribution. Avec le numérique, on pourra créer vraiment beaucoup d'emplois à ce niveau. Et que ce soit au niveau des mines et au niveau. Et les femmes interviennent dans tous ces domaines. Elles sont aussi opératrices économiques, entreprenantes dans ces différents secteurs. Et vous avez beaucoup d'initiatives à vous entendre. Et si on vous demandait de faire des propositions à nos chefs d'État pour mettre en place d'autres projets structurants, ce seraient lesquelles ces propositions? Oui, c'est une étape. On a mis les plateformes suite à la déclaration du Bamako le 31 juillet par les ministres de la femme et du genre et des pays de l'AES et l'invité spécial de la Guinée. Donc c'est suite à ça qu'on a demandé de mettre en place la plateforme. Maintenant, la deuxième étape. Courant 2026, on va mettre la coordination des plateformes des femmes de l'AES. Donc c'est à ce niveau. Dans chaque pays, nous allons élaborer des programmes et des projets structurants, comme on l'a dit, pour vraiment suivre nos gouvernements. Et au niveau de la coordination des plateformes, donc on va harmoniser nos plans d'action pour vraiment soumettre au gouvernement. D'accord. Aux autorités de l'AES. D'accord, c'est de bonnes suggestions tout de même. Merci à vous, Madame Wan. Alors, on va passer à Madame Asko Faré maintenant. Madame Asko Faré, Djikat Amadel, vous êtes la représentante Mousso Niger. Dites-nous, vous avez écouté les différentes interventions. Ça vous inspire quoi? Le Mali est gorge de richesse, le Niger également, le Burkina également. Et on a eu la chance, on est des pays peuplés. Et les 60% de ces trois pays est composé de la jeunesse. Alors, donnons à cette jeunesse la chance d'apporter le changement, mais en luttant contre la corruption. D'accord. Oui. Alors, vous avez parlé de nos richesses au sous-sol, de nos richesses agricoles. Et dites-nous, par rapport à des projets, qu'est-ce que les États du Sahel peuvent développer ensemble, à votre avis? Les États du Sahel peuvent développer beaucoup de projets, que ce soit agricole, que ce soit industriel. Je préfère parler de l'industrie. Et tous ces derniers temps, on voit qu'il y a eu des foires ici au Mali et dans les autres pays comme le Niger et le Burkina. Cet échange des matières, cet échange, ce développement industriel, on le voit. On voit la volonté, on voit vraiment la qualité du travail des industries, les artisans. Mais je vous assure, on a envie de porter ce qu'on fabrique chez nous, mais c'est extrêmement cher. Par exemple, moi, j'étais la dernière fois à la foire internationale, j'ai vu des jolis sacs faits à main, artisanaux. Je me demande même comment on a pu faire ça. Mais je vous assure, si tu prends le sac, tu as envie de l'acheter, tu ne peux pas l'acheter. C'est des choses qui coûtent extrêmement cher parce qu'ils n'ont pas les matériaux pour pouvoir faire la fabrication. Donc, il faut aider à ce niveau. Oui, c'est ça. Donc, il faut équiper. Il faut vraiment des centres d'excellence. Il faut faire des centres, il faut créer des centres d'excellence. Il faut changer vraiment, même en matière éducative. Il nous faut un changement. D'accord. Merci, Madame Asko Faré. L'idée est comprise. On va passer à Pascal Somé. Merci. Pascal Somé, il est premier délégué au Haut Conseil des Burkinabés de l'extérieur. Bonsoir, Monsieur Somé. Bonsoir, Madame. Alors, bienvenue sur ce plateau, encore une fois de plus. Dites-nous, quelle appréciation vous faites de tout ce que vous avez entendu par rapport à la banque d'investissement? Ça vous donne quel espoir? Merci beaucoup, Madame. Et je commence à saluer tous les frères de l'AES et surtout panélistes. Vraiment, merci beaucoup pour le débat que j'ai bien suivi avec amour aussi. Seulement, ce que je peux dire dans tout ça, c'est que j'ai vraiment eu une joie quand j'ai entendu la création de cette banque.
Parce que quand je prends l'exemple aujourd'hui, je vais un peu aller dans son sens. Il y a l'industrialisation qui est là aujourd'hui, et surtout au Burkina Faso. Et le docteur l'a dit un moment ici, les tracasseries avec la Banque mondiale et autres, cette banque est une opportunité pour nous, pouvant nous permettre de financer réellement ces industries. Et surtout dans l'agriculture, et surtout qu'aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons certains éléments sur lesquels il faut vraiment, on dit, il faut produire ce que nous consommons. Et donc actuellement, on a beaucoup de gens qui sont prêts, il y a beaucoup de projets, mais le financement manque. Au lieu d'aller avoir encore les dettes extérieures, cette banque vraiment est la bienvenue et vraiment c'est une opportunité pour nous. Je crois bien que vraiment, nous sommes très fiers d'accueillir cette banque. Et ça vraiment, ce sera vraiment une source pour nous. Alors, comment vous évaluez la présidence du Mali à la tête de l'AES pendant cette année? C'était beaucoup de rencontres, de mise en place, d'élaboration de textes, de création de la banque, j'en passe, beaucoup de projets qui sont mis en route pour le développement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, le Mali a pris la tête de l'AES depuis bientôt 1 an. Et vraiment, ça, nous l'apprécions déjà. On sait qu'on ne peut pas dire que tout est parfait. Voilà, pour un mandat. Et comme c'est une première, et c'était aussi, l'AES aussi, c'est un début. On peut dire que c'est un bébé qui est en train de faire souffler, peut-être sa première bougie, voilà, de 1 an de présidence. Donc, ce n'est pas facile. En tout cas, nous l'avons apprécié, surtout avec beaucoup de multiples rencontres, surtout ces derniers temps. Donc, nous avons participé, à savoir le jeu de l'AES. Ça, c'est vraiment un élément qui a conduit et qui a réveillé beaucoup de mentalités, surtout des gens pour qu'ils puissent comprendre réellement que cette affaire de l'AES est une chose sérieuse. Et surtout aux yeux des autres pays qui ont vu, qui ont dit vraiment, est-ce que vraiment cela était vrai? Ils ont vu que c'est quelque chose qui se dessine. Vraiment, ça a été vraiment une joie. Et on a encore vu la rencontre de plusieurs opérateurs économiques ici par rapport à cette harmonisation surtout au niveau commercial. Et nous, ça nous a plu, surtout les échanges. Et on sait réellement que vraiment, avec ce mandat qu'il a pu faire, nous sommes fiers de ce mandat. Et on ne peut pas dire plus, on dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, en perspective maintenant, nous allons parler de cette question qui anime tous les débats. C'est à tous les niveaux, ce débat, celle liée à la monnaie de la Confédération. Pour être souverain, je crois qu'il faut avoir sa monnaie. Mais l'économie, c'est là. On va vérifier avec lui, le spécialiste en développement durable. Alors, docteur Diakité, oui. La logique de monnaie, de création de monnaie aujourd'hui, ça peut être de quelle utilité pour nos États? Oui, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas, la souveraineté passe par là. Sincèrement, n'est-ce pas, si on veut poursuivre, n'est-ce pas, avec le développement de l'AES, il faudrait, n'est-ce pas, qu'on arrive à mettre en place, n'est-ce pas, notre propre monnaie. Voilà. Je crois que le plus important, c'est ça. Sans monnaie, on ne peut pas parler de souveraineté. Et dès qu'on arrive à les mettre en place, n'est-ce pas, ce serait une opportunité. Ce qu'on a amorcé, n'est-ce pas, avec tous les programmes structurants qui existent, avec la banque et autres, vous allez voir, tout va aller en même temps, n'est-ce pas, madame, avec la monnaie. Donc, il faudrait qu'on y arrive, coûte que coûte, à les mettre en place. Quels que soient, n'est-ce pas, les moyens, quel que soit le prix, voilà. Parce qu'on a amorcé, n'est-ce pas, les processus de souveraineté. Et j'ai jeté un coup d'œil, n'est-ce pas, sur la plupart des pays dans le monde. Voilà. Un pays souverain, n'est-ce pas, qui n'a pas sa monnaie, d'où tu tires ta souveraineté. Voilà. Ça, c'est mon avis, en tant qu'économiste. Tout à fait. Chercheur. On va finir sur les suggestions maintenant. On avait commencé par les communautés. On va poursuivre avec vous en plateau maintenant. Alors, on va demander d'abord quelle sera la suite de tout cela, M. Diaby. Donc moi, je pense que c'est de poursuivre les actions nobles qui ont été identifiées dans la feuille de route, qui est mise en œuvre par la présidence malienne. Et je crois que ces actions identifiées sont toujours d'actualité et qu'il va falloir accélérer la cadence et de permettre aux populations de pouvoir tirer profit de tout ce que les 3 États sont en train de faire au niveau de l'AES.
Pour donner un exemple, la création de la banque et son opérationnalisation est allée très vite. Pour beaucoup de spécialistes, le professeur est là, la création d'une banque peut prendre 2 à 3 années. Mais sous la pression des États et sous la pression même des populations, la création est allée très vite. Et les départements en charge de cette création ne dormaient plus nuit et jour durant au moins 9 à 10 mois, qui ont permis de rendre opérationnelle cette banque qui était appelée de tous les vœux. Certains avaient prédit que ce ne serait pas possible. Et voilà que nous sommes de plein pied dans les activités de cette banque. Moi, je pense que de la même façon, les autres actions prioritaires identifiées sur la feuille de route devraient être accélérées après la présidence à la suite, comme vous le demandez. Donc, ça permettrait de encore créer un engouement, un espoir pour toutes nos populations qui ne vivent aujourd'hui que par l'AES. D'accord. Alors, commandant Camara, qu'est-ce qu'il faut pour les États du Sahel aujourd'hui pour un développement durable? Pour un développement durable, c'est de continuer la dynamique qui a été engendrée au cours de l'an 1 de toute cette année. C'est d'abord au niveau de l'économie, c'est d'assurer l'inclusivité, l'intégration économique entre les 3 États, renforcer la coopération, notamment sur les 3 piliers, mais en ce qui nous concerne sur le pilier développement, maintenir les différents cadres de consultation et de coopération entre les États, renforcer toutes les actions entreprises depuis le début de la création de la Confédération. D'accord. Alors, on va boucler avec Dr Diakité, l'analyste. Oui. Alors, les chercheurs, comment vous voyez les États du Sahel dans les années à venir? Bien, un espace stabilisé. Il faut aller à la stabilisation du contexte sécuritaire et institutionnel. Ça, c'est un premier pas. Ensuite, aller à la création, n'est-ce pas, des infrastructures, puisque c'est vraiment la sécurité qui définit le tout. Voilà. Et aller à la mise en place des infrastructures de développement dans tous les domaines. Et surtout, on avait commencé un aspect qui est l'industrie, parce que l'industrie bloque tout simplement parce qu'on a un problème, n'est-ce pas, avec l'énergie. Donc, avec les infrastructures, n'est-ce pas, on doit arriver à gérer cette question. Ensuite, aller vraiment à l'intégration sous-régionale dans les différents domaines. Je crois que M. Diaby avait commencé, n'est-ce pas, avec la spécialisation des différents espaces, n'est-ce pas. On sait très bien au Mali, n'est-ce pas, c'est le coton, c'est le bétail. Voilà, les Burkina, c'est presque la même chose. Au Niger, hein, on a les cultures maraîchères, hein, n'est-ce pas? Tout le monde connaît les violets des Galmi. Ça vient des Galmi, n'est-ce pas, au Niger. Donc, aller à l'intégration, n'est-ce pas, horizontale et verticale. Ceci devrait contribuer vraiment à stabiliser notre espace de l'AES. Stabiliser notre espace, c'est le souhait de tout un chacun ici. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Les invités, les communautés, merci à vous tous pour cette participation. Alors, nous sommes donc au terme de ce numéro spécial de questions d'actualité qui a donc porté sur les questions de développement avec l'évaluation de la présidence malienne à la tête de la Confédération des États du Sahel. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, on l'a dit, qui ont donc décidé de cheminer ensemble et de mettre en place des projets structurants. Vous l'avez entendu lors du débat.
l'évolution de ces projets et la mise en route, le point avec nos invités ici. Et nos invités étaient donc commandant Haruna Kamara, il est chef de division planification des recettes à la Direction générale des douanes. Dr Lamissa Diakité, agroéconomiste, directeur de recherche, membre titulaire de l'Académie des sciences du Mali, et Souaïbou Djabi, chargé de mission auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Il est à la fois le président du comité technique du projet de création BCD AUS. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à nous suivre. Merci à toute l'équipe de réalisation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre attention. Bonne suite de programme sur nos antennes.